Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une personnalité qui fait l'économie dans ce monde morcelé. Elle, justement, a l'ambition de bâtir des ponts entre les continents, l'Amérique où elle vit, l'Europe où elle a grandi et l'Afrique dont elle est originaire et où elle cultive également ses réseaux. Bonjour Karima Catherine Goundiam. Bonjour Bruno. Vous êtes la fondatrice de B2B Match, B2B comme business to business, avec un jeu de mots sur B, les abeilles, et Match comme mettre en relation, une C'est ça. plateforme de réseautage d'entreprises présente dans plusieurs dizaines de pays. Combien exactement ? Nous avons des entreprises dans environ 99 pays. Vous êtes basé à Toronto, C'est ça. au Canada anglophone. C'est là que vous vivez depuis une quinzaine d'années. La diversité, les cultures linguistiques, on va en parler. Votre histoire personnelle d'abord. Vous êtes né au Sénégal, d'un père sénégalais et d'une mère marocaine. C'est ça. Karima, Catherine Goundiam. Pourquoi Toronto pour s'installer plutôt que Montréal? Quand on vient d'Afrique francophone, souvent on s'installe plutôt au Québec francophone. Non, absolument, c'est la logique. Et j'ai commencé par Montréal. Mais au bout d'une dizaine d'années, il était évident pour moi que les opportunités dans ce que je souhaitais faire, donc la technologie, étaient beaucoup plus du côté anglophone. Et j'ai eu des opportunités qui se sont offertes à moi. Cette particularité du Canada, le bilinguisme, c'est un vrai sujet et particulièrement dans le business, dans les affaires, pardon. Oui. Non, justement. Mais en fait, c'est intéressant. On parle de solitude chez nous. J'irai pas du côté politique, mais c'est intéressant de voir que, par exemple, même à Toronto, donc dans la province d'Ontario, il y a une forte communauté francophone. Et souvent, ce sont deux écosystèmes qui cohabitent, mais pas nécessairement se mélangent. Donc, vous pouvez faire des affaires complètement en français et rarement croiser vos partenaires anglophones Mm. et vice-versa. L'esprit d'entreprise à l'américaine, je mets des guillemets, le mindset dont on parle assez souvent, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, puisque vous êtes dans une ville, Toronto, qui ressemble à une ville américaine et qui travaille d'ailleurs avec les États-Unis? On va voir tout à l'heure que les choses sont un peu en train d'évoluer. Oui, non, absolument. Au départ, ouais, je pense que le mindset américain ou nord-américain, c'est quelque chose qui est très direct. C'est quelque chose qui me convient. Vous êtes passé d'ailleurs par les États-Unis aussi. Je suis passée par les États-Unis, j'ai aussi étudié en Angleterre, donc c'était vraiment quelque chose qui me convient. Mais ce que j'aime, c'est justement cette diversité, donc ça me dérange. J'adore venir en France, d'ailleurs j'ai des clients en France. Mhm. Je vais au Moyen-Orient et en Afrique. Mais cette façon de négocier à l'américaine peut être un peu plus directe Ouais. que ce qu'on a en Europe ou ailleurs dans le monde? Non, absolument. On parle d'argent beaucoup plus facilement, on parle d'objectifs beaucoup plus facilement, on parle moins de failure, entre parenthèses, Mhm. et beaucoup plus D'échecs. d'échecs, voilà, mais on parle plus de défis et de comment on peut apprendre des leçons. Donc, il y a ce côté plus positif qui me convient, ouais. C'est quelque chose que vous retrouvez en Afrique? Peut-être côté Afrique anglophone. Mm. Donc, quand je suis partie en Afrique du Sud, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus ce côté-là. Hem, Au Nigeria, pas Mhm. mal, Ghana, Kenya, ouais. Et vous trouvez quand même cette fracture dans les affaires entre l'Afrique anglophone et Absolument. l'Afrique francophone? Oui, absolument. Depuis 4 ans, donc j'occupe un poste à la Chambre de commerce internationale, donc où je suis justement l'agent de liaison et de coordonnatrice avec l'Afrique, donc 54 pays. Et effectivement, il y a vraiment une fracture, mais je pense que c'est une fracture qui veut être comblée, quant à l'Afrique. B2B Match, qui Mmh. a été créé juste avant la pandémie, 3 semaines. 3 semaines avant le début des choses Ouais, difficiles pour l'ensemble du monde. oui. Ça a été une période forcément particulière et peut-être paradoxalement une opportunité quand on Ouais. travaille dans la tech et dans le réseautage d'entreprises plutôt à distance. Absolument. Pour moi, c'était idéal parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus vraiment de question de pourquoi cette technologie, solution était là et avait été créée. Il y avait une évidence qui était faite par le fait que tout le monde était coincé à la maison. Il y avait plus
Il n'y avait plus vraiment d'événements pour faire de réseautage, Mmh. de salons et autres. Donc vraiment, on est venu combler un besoin. Mmh. C'est un réseau social, B2B Match. Comment ça fonctionne? Comment vous mettez en relation les entreprises? Donc c'est un réseau intelligent. On se différencie justement, on ne veut pas être un réseau social, on veut être un réseau d'affaires, d'entreprise à entreprise, local à international et c'est vraiment un endroit aussi qui est fait, j'ai envie de dire anti-réseaux sociaux. Mmh. On n'est pas là pour, rendre ça addictif. On n'est pas là pour, forcer les gens à rester chez nous, 20 heures sur, 24. On est vraiment là pour, mettre les gens en contact, Donc ça au veut dire quoi? besoin. Vous organisez des rendez-vous à des heures précises? Non, Qu'est-ce en que vous fait, faites concrètement? on utilise, l'intelligence artificielle pour mettre des profils ensemble, donc pour les mettre en relation. Donc, par exemple, une entreprise de construction en France, qui serait intéressée par à pénétrer le marché américain, par exemple. On les mettra en contact avec un cabinet de comptabilité, un cabinet, ça peut être, de droit légal, ça peut être une agence marketing. Donc c'est vraiment pour aider les entreprises à se mettre en relation, Faire gagner du faire temps? gagner du temps, pour des partenariats aussi de collaboration. Par exemple, moi j'ai vu des entreprises avec, des expertises complémentaires, se mettre en relation et travailler ensemble. Mmh. Mmh. Parce que effectivement, quand on est dans un secteur d'activité, les entreprises avec lesquelles on travaille sont dans des secteurs très différents, c'est assez morcelé. Donc, l'intelligence artificielle peut aider, à ça, Absolument. à réunir ensemble des compétences? Non, absolument. En fait, on fonctionne un peu comme, les profils de dating. Si vous pensez aux applications de dating, c'est des profils et on essaie de trouver le meilleur match. C'est Mmh. très, très, très similaire. Mmh. L'amour et le business. Souvent, ça va ensemble. Alors, on connaît la situation actuelle du Canada qui est Mmh. confronté à pas mal de défis économiques et sociaux. À l'arrivée aussi de Donald Trump, ses mesures commerciales, son discours assez virulent avec son voisin du Nord, et puis les questions de mobilité internationale pour les travailleurs étrangers. On va en parler Oui. quelques instants avec un autre interlocuteur, un représentant du patronat québécois. Bonjour Daï Diallo. Bonjour. Vous êtes le vice-président du Conseil du patronat du Québec. Vous êtes chargé des politiques de main-d'œuvre et d'intelligence économique. Les entreprises francophones au Canada, comment se positionnent-elles quelques mois après le retour au pouvoir de Donald Trump? Ben, ça a été une période assez difficile, on va se le dire, depuis l'arrivée du président Trump aux États-Unis. Donc, une période autant pour les entreprises francophones québécoises que pour l'ensemble des entreprises canadiennes où il y a eu beaucoup d'incertitudes. Avec les États-Unis, il y a eu une montée du protectionnisme autant dans l'espace public que dans l'espace politique. Des annonces de tarifs, comme vous avez pu l'entendre, qui ont été faites du côté américain, puis qui quelques semaines après sont tombées, puis après qui sont revenus. Donc, ça a été des montagnes russes. Vous savez, nos chaînes d'approvisionnement sont très intégrées en Amérique du Nord. Donc, quand on parle du Québec, quand on parle des États-Unis, quand on parle de l'Ontario, avec la discussion que l'on avait tout à l'heure, donc ça fait en sorte que les entreprises ne savent plus vraiment à quel sens se vouer. Au Québec, on parle de 70 à 80% de nos exportations qui vont vers les États-Unis. Donc, c'est notre principal partenaire économique. Puis, on suit cette situation au jour le jour pour comprendre de quoi sera fait l'avenir et essayer de faire en sorte de maintenir cette fluidité-là dans les échanges économiques que nous avons avec notre voisin du Sud. Quelles mesures vous avez prises encore récemment pour se préparer à une potentielle aggravation des relations avec les États-Unis, une potentielle coupure même des relations d'affaires? L'espoir, c'est qu'il n'y ait pas de coupure dans les relations d'affaires parce que ça reste notre principal partenaire économique. Mais ça a aussi fait en sorte que l'on prenne conscience que c'est très important, par exemple, de diversifier nos partenariats économiques. Comme je le disais, on parle de plus de 70% de nos échanges économiques qui seront avec les États-Unis. Aujourd'hui, on essaye de voir comment améliorer nos relations commerciales avec l'Europe, par exemple, francophone, et avec l'Afrique francophone. L'idée pour les entreprises québécoises, c'est que notre langue
le français devienne un tremplin pour nous, pour pouvoir développer des relations d'affaires en Afrique francophone, disons. Par exemple, la semaine prochaine, nous participons à la rencontre des entrepreneurs francophones au Congo-Brazzaville et notre présence là-bas se justifie par cette volonté-là d'accroître nos partenariats économiques, de rencontrer des entreprises issues de l'Afrique francophone, mais aussi d'Europe francophone pour améliorer nos relations commerciales avec eux. Vous restez avec nous, Daï Diallo. On va faire réagir Karima Catherine Goundiam voilà, sur cette situation quand même assez incertaine côté canadien. Non, absolument. 80% des exports sont vers les États-Unis. Donc, pour nous, ça a été un tremblement de terre quand ça s'est passé. Et puis, l'incertitude, elle est incroyable au niveau des entreprises, en sachant que 98% des entreprises au Canada sont des petites et moyennes entreprises. Donc, vous imaginez qu'ils n'ont pas le dispositif que a les plus grosses multinationales, par exemple. Donc, c'était très, très compliqué. Ça le reste encore. Daï Diallo, est-ce que vous avez des mesures ou un accompagnement différencié selon que vous parlez à des petites et moyennes entreprises dont parlait Karima Catherine Goundiam ou des plus grosses? Et effectivement, c'est certain, comme le disait Karina, notre tissu économique est principalement composé de petites et moyennes entreprises. On parle effectivement de plus de 92% de ces entreprises-là qui sont des PME. Et vous savez, au niveau de l'accompagnement, des très grandes entreprises ont des structures qui sont beaucoup plus importantes et donc peuvent plus facilement mieux réagir par rapport à cette incertitude économique-là. Tandis qu'avec les PME, c'est parfois plus compliqué parce qu'elles n'ont pas le personnel nécessaire pour pouvoir trouver de nouveaux partenaires économiques, pour pouvoir réajuster rapidement leur chaîne de production et d'approvisionnement. Donc, c'est important que nous, on soit présents et puis on travaille souvent aussi avec les autorités publiques. Vous savez, au Québec, on a des organisations comme Investissement Québec, on a aussi d'autres organisations qui sont beaucoup plus spécialisées vers l'exportation des ORPEX. Et l'idée pour nous, c'est de vraiment pouvoir utiliser les ressources que mettent à disposition ces organisations-là pour les PME, pour les accompagner. Tantôt, quand on parlait de diversification des marchés économiques, les États-Unis se réflexent. Vous savez, au Canada, on a un réflexe nord-sud. On est à peu près 40 millions d'habitants. On a un marché de plus de 300 millions d'habitants au sud de la frontière. C'est un réflexe pour nos entrepreneurs d'aller vers les États-Unis. Et l'idée, c'est de développer ce réflexe aussi, mais qui va au-delà de l'océan Atlantique, dans le cas de l'Afrique francophone, par exemple, ou même à l'intérieur du Canada. Tantôt, on parlait de Toronto, un réflexe ouest-est, où ça devient, pour une entreprise québécoise, un réflexe d'aller voir si l'Ontario, par exemple, pourrait avoir des marchés pour elle ou d'autres provinces canadiennes. Karima Catherine Goundiam. Non, mais c'est exactement ça, en fait. On parle de réflexe. Moi, je veux intervenir en tant que petite et moyenne entreprise dans la tech. Et je trouve que même dans nos solutions technologiques, on a tendance à plutôt aller vers les États-Unis ou d'autres solutions. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que le Canada est en train de prendre conscience. C'est qu'on a trop développé notre dépendabilité, en fait, aux États-Unis. Daï Diallo disait 40 millions d'habitants et un marché de 300 millions. Donald Trump a dit qu'il voulait faire du Canada le 51e État des États-Unis. Qu'est-ce que ça vous inspire, rien que cette idée-là? Alors, au niveau, évidemment, en tant que Canadienne, je trouve ça effroyable de même avoir un dirigeant qui ose le dire tout fort. Au niveau d'affaires, on ne va pas se mentir, quand vous dépendez à 80% d'un client... Vous êtes de facto le 51e État. Alors, Donald Trump, c'est aussi une politique d'immigration assez directive, avec une politique de visa où il veut rallonger la liste des interdictions de voyage vers les États-Unis. Le gouvernement américain envisagerait d'imposer des restrictions pour 36 pays, dont 25 du continent africain. Ça inquiète beaucoup, vu du continent. Daï Diallo, est-ce que c'est une préoccupation aussi, vu du patronat québécois, cette atténuation de la mobilité internationale au niveau des travailleurs?
Je tiens à préciser, Bruno, que le 51e État énoncé par M. Trump nous donne beaucoup d'urticaire. Donc ça, il faut le dire, on est un État souverain. Effectivement, on est un partenaire économique des États-Unis. On le restera, mais on reste un État souverain. Donc ceci étant dit, sur l'immigration, ça reste un enjeu extrêmement important pour nous au Québec et au Canada. Les annonces récentes faites par le gouvernement américain, parce que vous savez, on partage la plus longue frontière au monde terrestre avec les États-Unis. Donc, toute annonce en immigration dans ce pays-là a des impacts sur le Canada parce que certaines personnes voudraient, par exemple, chercher à venir s'installer au Canada par la suite suite à ces annonces-là. Donc, c'est extrêmement important pour nous de rester vigilants par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Ceci étant dit, on en parlait. Vous savez, au Canada aussi, le Canada est une terre d'immigration d'une certaine manière. Quand on parle aujourd'hui de la situation en immigration au Québec et au Canada, nous avons une population avec une démographie qui est déclinante, ce qui fait que dans les dernières années, on a eu un nombre important d'immigrants et d'immigrants économiques en particulier qui sont installés au Canada et au Québec. Depuis quelques mois, on assiste à une restriction des politiques d'immigration économique au Québec particulièrement. Mais il est important de se rappeler qu'aujourd'hui, en termes de bassin de main-d'œuvre, l'immigration constitue l'une des principales atouts qui permettent à notre bassin de main-d'œuvre de croître et à nos entreprises de pouvoir prospérer, surtout dans ce contexte économique qui est de plus en plus compliqué, avec un environnement d'affaires qui devient difficile. On parlait justement des États-Unis. C'est important que ce canal puisse rester ouvert pour permettre à une immigration économique qualifiée, et il faut le préciser, qui s'installe au Canada, de pouvoir continuer à apporter son point supplémentaire à la construction économique du pays. Justement, Karima Catherine Goundiam, le Canada a un nouveau gouvernement avec à sa tête le libéral Mark Carney qui doit gérer ce débat sur l'immigration, sur le logement, sur la question des travailleurs étrangers. Il y a ces restrictions récentes pour les travailleurs temporaires. Comment vous le voyez, vu de Toronto, mais avec un regard forcément sur l'ensemble du pays? Écoutez, moi, je vais m'en tenir vraiment à ce que je pense qui est important pour le Canada. C'est vraiment un investissement majeur dans l'innovation pour une moins grande dépendance dans tout ce qui est technologie, manufacture et autres. Et surtout, on parle des structures pour les PME, mais je pense qu'il y a aussi le cash flow. C'est important pour les PME d'avoir de l'aide financière, en fait, pour pouvoir parer aux C'est ça que vous difficultés. attendez des pouvoirs publics? Oui, parce que les politiques prennent 3 à 5 ans pour se mettre en place, à part Mm. si vous avez une pandémie. Puis après, on ne s'attend pas vraiment qu'ils gèrent les affaires. Mais par contre, oui, on a besoin d'investissements, de véritables investissements. Parce que oui, la main-d'œuvre, elle vient au Canada. Et en passant, on est quand même l'un des pays les mieux équipés en intelligence Mhm. artificielle. Après tout, Jeffrey Hinton, c'est quand même le parrain de l'intelligence artificielle et c'est un Canadien. Mm. Mais en revanche, on reste un pays de main-d'œuvre, pas d'innovateurs. Mm. Et c'est vraiment ça qui est important pour moi. Mm. Est-ce qu'il faut faire évoluer ça? Est-ce que la situation avec les États-Unis est peut-être une opportunité pour le Canada pour accueillir davantage de chercheurs, de cerveaux, comme on Mm. dit, venus de l'étranger, qui fuiraient les États-Unis quand on voit la baisse des budgets pour la recherche et l'éducation aux États-Unis? Ben, c'est déjà le cas. Je pense que l'Université de Toronto a accueilli 4, 5 professeurs éminents américains déjà. Et je pense que ça va continuer comme ça. Je pense que oui, il y a définitivement besoin des chercheurs et des cerveaux pour impacter positivement le Canada. Mais je pense que vraiment, il faut aussi qu'on amène des innovateurs. Donc, ça veut dire qu'on équipe les petites et moyennes entreprises, les startups, les entrepreneurs à pouvoir bâtir des entreprises au Canada, les faire grossir au Canada et non pas avoir justement ce réflexe de vouloir se faire acheter par un Américain. Mm. Daï Diallo, accueillir des chercheurs, des innovateurs, des chefs d'entreprise dans l'innovation, c'est quelque chose, y compris chez vous à Montréal, que vous essayez de faire?
Il faut être clair, c'est quelque chose qui serait extrêmement positif pour l'économie québécoise et canadienne. Le contexte actuel difficile aux États-Unis pour ces personnes-là mène déjà à certaines initiatives ici au Québec. Je disais dans les médias ce matin en vous parlant que, par exemple, la ville de Montréal investissait quelques centaines de milliers de dollars pour pouvoir mettre en place des programmes d'attraction pour des personnes hautement qualifiées et des professeurs d'université. C'est une bonne chose, ça pourrait devenir une bonne chose pour le Canada parce qu'on a quand même aussi, il faut le préciser, un enjeu de productivité qui reste problématique au Canada et au Québec en particulier. Et il faut un mix pour nous permettre de pouvoir traverser cette période-là qui est difficile. Il faut un mix dans les différentes actions qui sont entreprises. On parlait tout à l'heure d'immigration économique. Il faut rester ouvert à cette immigration économique-là parce qu'on a besoin de travailleurs qui peuvent aider nos entreprises à être plus prospères, mais il faut aussi jouer sur l'enjeu de la productivité en améliorant les innovations qui sont utilisables par nos entreprises pour une meilleure productivité. Et dans ce sens-là, accueillir des personnes qui viennent des États-Unis qui peuvent nous permettre d'avoir une économie plus productive est une bonne chose. Un petit mot avant de vous libérer, Daï Diallo. Sur notre invitée, Karima Catherine Goundiam, vous avez quand même un certain nombre de points communs, puisque vous êtes tous les deux originaires du continent africain. Daï Diallo, vous de Guinée, Karima Catherine Goundiam du Sénégal et du Maroc. Voilà, comment vous voyez ces parcours? Il y en a encore pas mal de parcours d'Africains qui réussissent sur le continent américain, et ça va certainement continuer. Le Québec et le Canada sont de très belles terres d'opportunités. Comme on vient de le dire, deux parcours, deux personnes issues de l'immigration qui arrivent à avoir de belles carrières, à porter nos terres d'accueil beaucoup plus loin en matière économique et sociale. Et on espère que dans l'avenir, ce sera toujours le cas. Donc ce sera toujours le cas. Ce sera toujours possible d'avoir des profils qui arrivent ici et qui peuvent atteindre leur plein potentiel de par ces opportunités économiques-là qui existent, de par l'ouverture de la société dans laquelle on vit et par aussi la volonté de ces personnes-là d'apporter leur pierre à l'édifice, comme on le dit souvent ici, à la construction d'une nation québécoise, canadienne, beaucoup plus prospère et beaucoup plus innovative. Un grand merci, Daï Diallo, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. À très bientôt. Daï Diallo, vice-président du Conseil du patronat du Québec. Karima Catherine Goundiam, vous travaillez aujourd'hui avec l'Afrique. Comment évolue la relation d'affaires entre le continent africain et le Canada où vous vivez, l'Amérique plus généralement? Bon, on sent que là, il y a une crispation depuis quelques mois, mais si on est sur un temps un peu plus long, comment est-ce que ça évolue? Donc, c'est étonnant parce qu'en fait, c'est intéressant comme question parce que le Canada a sorti une stratégie donc pan-canadienne pour une stratégie africaine pour le Canada. Donc, ça a été dévoilé il y a quelques mois. Ce qui, selon moi, démontre une véritable envie de commencer à travailler de façon active et proactive avec l'Afrique. Ça a mis trop longtemps, selon vous? Tout met toujours trop longtemps. Vous parlez à une entrepreneur. Mais c'est déjà fait, donc je suis très contente que ce soit fait. Oui. Qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce que ça a apporté là, depuis ces annonces? Qu'est-ce qui a évolué concrètement? Alors déjà, c'est un signal pour les entités. Pas juste des forums économiques ou des réunions, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et surtout moi, en fait, la chose très importante, c'est le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Où est-ce qu'on va avoir l'argent pour pouvoir exécuter cette stratégie? Donc pour le moment, il n'y a pas d'argent. On parle de faciliter les échanges, faciliter le commerce. C'est un signal qui donne aussi à l'écosystème d'affaires au Canada un signal qui leur permet et la permission en fait de pouvoir aller faire des affaires en Afrique. Chose qui, vous parlez de diversifier. L'Europe, c'est déjà loin. L'Afrique, c'est encore plus loin pour les entreprises canadiennes. Donc, il faut vraiment les accompagner pour y aller. Et vous sentez une oreille plus attentive aujourd'hui sur le continent africain de la part des dirigeants économiques et politiques?
Oui, le Canada a toujours été cette terre lointaine, sympathique, favorable, Hmm. pour, tous les peuples, en fait. Donc, je pense qu'avec, je dirais les bonnes structures et les bons réflexes, on devrait être en mesure de pouvoir amorcer des choses très intéressantes, oui. Hmm. Surtout quand il s'agit par exemple des affaires francophones, Hmm. où il y a déjà des liens très forts. Hmm. Alors, l'une de vos autres priorités, Mmh. Karima Catherine Goundiam, c'est l'autonomisation économique des femmes, Ouais. l'inclusion des femmes dans l'économie et notamment dans le secteur numérique. Absolument. Comme vous avez vu, je parle beaucoup d'argent parce que sans argent, on ne peut pas faire Hmm. grand-chose, en fait. C'est une chose très intéressante. Mais en fait, être entrepreneur ou avoir une petite et moyenne entreprise, c'est déjà faire face à des défis incroyables à la liquidité. Quand vous parlez au niveau des femmes, on parle d'une population qui a encore plus de mal à lever des fonds, plus de mal à avoir des capitaux. Donc, vous imaginez comment est-ce qu'une entreprise de femmes ne peut pas nécessairement atteindre son plein potentiel. Hmm. Et c'est le cas aujourd'hui au Canada? Mais c'est le cas Ça- partout. ça- C'est le cas absolument Hmm. partout. L'avantage du Canada, c'est qu'on a on a une forte pratique, mais aussi une stratégie globale en diversité et inclusion. Hmm. Donc, il y a les mesures, il y a le message qui est là. Mais après, il faut que ce message-là soit pratique et au day-to-day, en fait. Les femmes ont plus de difficultés, oui, que les entreprises d'hommes, en fait, Hmm. à prospérer. Hmm. Alors, avant l'entreprise, il y a l'école, l'université Mm. et l'école. Je voudrais vous faire réagir aux propos de l'un de nos derniers invités dans l'émission, Hamza Raoui, qui est marocain, qui est directeur de MGH Partners. C'est un cabinet de conseil en affaires publiques. Il s'exprimait sur la scolarisation des filles au Sahel et le potentiel apport à l'école de l'intelligence artificielle. Le Sahel, qui est la première victime collatérale de ce choc démographique, a besoin de massifier l'apprentissage. Et pour ce faire, il faut qu'il s'appuie sur l'intelligence artificielle. C'est un grand mot. Quand on parle aujourd'hui à ces dirigeants d'intelligence artificielle, ils vous disent « Moi, ma priorité, c'est de payer mes fonctionnaires à la fin du mois. » L'intelligence artificielle, c'est des milliards de dollars. En pensant que, effectivement, vu que c'est un terrain de rivalité internationale entre puissances, que l'intelligence artificielle, c'est le monopole des pays riches. Alors que DeepSeek a montré l'inverse. On peut aujourd'hui développer des LLM à très bas coût. Il y a une diversité de langage aujourd'hui en Afrique. Si on s'appuie sur l'intelligence artificielle, peut faciliter l'apprentissage rapidement, former les profs, aller toucher des zones où il y a une absence de profs et d'instituteurs et d'écoles pour scolariser les filles. Sur cette scolarisation des filles qui est un point clé. En moyenne, une fille non scolarisée est à 6 enfants en temps de natalité. Quand elle est en élémentaire, ce taux baisse à 4. Quand elle est en secondaire, ça baisse à 2. Les chiffres sont là. Vous êtes d'accord avec ça, Karima Catherine Goundiam, l'intelligence artificielle qui peut permettre, sans dépenser des sommes folles, d'atteindre des zones où l'école n'est pas forcément la priorité, aujourd'hui en tout cas? Non, absolument. Je ne pense pas que la discussion soit non, si c'est possible. Je pense que si ça peut, dans les bonnes conditions, et comme on sait, aussi il y a des travers dans l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, l'exécution est importante. Mais absolument, le message est important, oui. Mm. Et pour la question démographique aussi, hein, Ouais. l'idée c'est aussi de permettre aux femmes d'aller plus loin Non, dans leurs absolument. études. Non, absolument, dans leurs études, dans l'éducation, dans les structures aussi, parce en amenant une fille scolarisée, vous changez les structures, vous changez les dynamiques, vous changez aussi foncièrement la société. Mm. Oui. L'intelligence artificielle qui a du potentiel en Afrique, on le dit souvent, du fait justement, enfin, c'est un paradoxe, hein, mais du fait de cette démographie Ouais. et de l'abondance de données qui sont et qui vont être produites par l'Afrique. Non, absolument. Mais avec l'Afrique, moi, j'aimerais qu'on arrête de parler de potentiel, parce qu'on parle toujours du Mm. potentiel de l'Afrique, mais il est temps qu'on parle vraiment de ce que l'Afrique va faire et fait en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des hubs très intéressantes au niveau technologique en Afrique, au Kenya, au Ghana, en Afrique du Sud et autres. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une intelligence artificielle à l'africaine pour l'Afrique.
Qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Une intelligence Parce que vous savez... artificielle africaine? Oui, parce que c'est En quoi elle serait différente des autres? parce que l'intelligence artificielle, c'est garbage in, garbage out. Donc, ce que vous mettez, vous allez le récupérer et souvent en pire. Donc, c'est vraiment important, surtout quand vous parlez de traitement de données, c'est vraiment important de savoir les structures de données, de comprendre comment est-ce qu'on va mettre en place des programmes qui vont être vraiment faits pour les Africains. Pour terminer cet entretien, Karima Catherine Goundiam, on va vous montrer deux photos, deux photos de deux femmes, Ouda Katan et Taylor Swift. Vous allez nous expliquer pourquoi. On va commencer par Ouda Katan, qui est une entrepreneure américaine, originaire d'Irak. C'est ça. Dans le secteur de la mode. Qu'est-ce qu'elle a fait, selon vous, de si remarquable? Vous l'avez posté récemment sur les réseaux sociaux. Alors, Ouda Katan, donc, c'est la fondatrice de Huda Beauty. Donc, elle est dans les cosmétiques. Et je pense il y a 2 semaines, elle a posté qu'elle avait racheté entièrement. Donc, elle s'était rachetée, en fait, les parts de sa compagnie. Donc, il faut savoir, je pense qu'elle était en partenariat avec des investisseurs depuis 8 ans. Et donc, le montant pour lequel elle a racheté ses parts n'a pas été publié, mais sa compagnie je pense qu'elle vaut environ 1,2 milliard de dollars. Donc ça veut dire qu'elle a... Elle est maintenant propriétaire et elle contrôle absolument toute son entreprise. C'est un message que les femmes peuvent envoyer selon vous aussi. On peut faire le parallèle avec la méga star du moment, Taylor Swift, qui, dans son domaine à elle, a fait un peu la même chose. Oui, donc elle a racheté les droits à ses 6 albums, encore une fois, très fort. Et c'était à peu près en même temps, donc c'était vraiment des messages très, très forts dans la communauté. Pour moi, ce qui est important là, c'est, oui, qu'un entrepreneur déjà, qu'il soit homme ou femme, qu'il reprenne entièrement le contrôle de son entreprise, c'est hyper fort et c'est très stratégique. Deuxièmement, que ce soit des femmes qui l'aient fait, ça touche aussi au narratif que les levées de fonds, c'est bien, mais contrôler son entreprise, c'est mieux. Donc, je pense que là, c'était vraiment quelque chose qui est venu me chercher, oui. Dans votre entreprise à vous, B2B Match, vous êtes des hommes et des femmes. Vous partagez le pouvoir. Comment est-ce que ça se passe? Alors, je suis la fondatrice, je suis la CEO. Mon équipe est très diversifiée, oui. Mais pour le moment, je suis la seule directrice et fondatrice. Merci beaucoup, Karima Catherine Goundiam, d'être passée dans nos studios. La fondatrice de B2B Match, installée donc à Toronto et présente dans 99 pays, vous avez dit tout à l'heure. Et bilingue, en français et en anglais. Et bientôt 100 pays sans doute. Je l'espère, merci. Merci également à notre équipe de réalisation pour cet entretien que vous pouvez commenter, partager et retrouver sur la chaîne YouTube de RFI, à la playlist Les invités de l'économie.